Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce joli auditorium. Moi, je m'appelle Cécile David, donc je suis journaliste pour Brief Éco. Brief Éco, c'est quoi? C'est une newsletter qui décortique chaque semaine l'actualité économique avec deux promesses: vous permettre de comprendre facilement l'économie et vous présenter la diversité des points de vue sur chaque problématique. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de poursuivre ce cycle de conférences qui est centré donc sur la mondialisation, comme l'a expliqué Aurélie. Et donc aujourd'hui, nous allons échanger autour d'une question centrale: quels sont les nouveaux défis de l'industrie française? Donc pour en discuter avec vous, j'ai le plaisir d'accueillir deux économistes spécialistes du sujet. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, très bien. Donc Caroline Granier, bonjour. Vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences économiques. Vous êtes aujourd'hui directrice des études du cercle de réflexion La Fabrique de l'industrie et vous êtes aussi coordinatrice des activités de l'Observatoire des territoires d'industrie. Vos recherches portent sur les dynamiques territoriales, la gouvernance d'entreprise et l'économie circulaire. Et pour échanger avec vous, j'ai également le plaisir d'accueillir Vincent Vicard. Bonjour. Vous êtes vous aussi titulaire d'un doctorat en sciences économiques. Vous êtes aujourd'hui le directeur adjoint du CEPI dont a parlé Aurélie, donc le principal centre français de recherche et d'expertise sur l'économie internationale, où vous êtes responsable du programme scientifique d'analyse du commerce international. Vos recherches portent sur les entreprises multinationales, l'intégration européenne et la mondialisation, ainsi que la politique industrielle. Et vous êtes l'auteur de Faut-il réindustrialiser la France, paru l'année dernière aux éditions PUF, si ça vous intéresse. Donc bonjour à tous les deux. Il nous reste un peu plus de 50 minutes pour discuter donc des nouveaux défis de l'industrie française, car je suis certaine que nos auditeurs ont quelques questions pour vous. Donc je vais réserver un petit temps de 10-15 minutes à la fin de l'échange pour que vous puissiez poser vos questions. Donc si on reprend depuis le début, donc l'industrie française traverse depuis plusieurs décennies de profondes transformations et fait face à de nombreux défis: concurrence mondiale, transition écologique, innovation technologique. Donc tous ces enjeux redéfinissent un peu sa place dans l'économie mondiale. Et pour commencer, pour que vous compreniez bien tous clairement de quoi nous allons parler, je vous propose qu'on pose rapidement le cadre avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc Vincent, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur les grandes transformations qu'a connues l'industrie française ces dernières décennies pour qu'on comprenne bien pourquoi on parle tant d'industrie aujourd'hui? Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Oui, donc pourquoi on parle beaucoup d'industrie? Peut-être au-delà de l'industrie française, l'industrie, c'est l'activité de transformation de la matière en biens, en des biens qu'on va pouvoir utiliser, consommer pour les entreprises ou pour les consommateurs. Pourquoi c'est une activité particulière? Parce que c'est en partie l'activité qui a permis le développement, l'augmentation des richesses des pays riches. Aujourd'hui, on parle de pays industrialisés pour parler des pays riches, parce que l'industrie, elle a été au cœur de l'augmentation de la richesse de la plupart des pays qui aujourd'hui sont riches. Mais par contre, depuis au moins une quarantaine d'années, voire à peu près une quarantaine d'années, on observe un mouvement de désindustrialisation, c'est-à-dire de réduction de la part de l'industrie et dans l'emploi et dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire le total de la production des économies. Pour la France, par exemple, si on prend l'emploi, on avait à peu près 5 millions de salariés dans l'industrie manufacturière au milieu des années 1980. En 2000, on avait 3,7 millions de salariés dans l'industrie manufacturière et aujourd'hui, on est autour de 2,9 millions de salariés. Donc, on voit qu'on a une baisse assez importante de l'industrie dans l'emploi. C'est exactement la même chose dans la valeur ajoutée. Donc, on a ce phénomène de désindustrialisation qui est particulièrement important en France. Je pense qu'on y reviendra on a connu une désindustrialisation accélérée en France, mais c'est un phénomène
qui est commun à l'ensemble des pays riches. D'une part, parce qu'on a de plus en plus, on a des gains de productivité qui sont plus importants dans l'industrie que dans les services, parce qu'on a des économies d'échelle. C'est une activité où on a aussi beaucoup de machines qui sont utilisées, éventuellement de robots, et donc qui vont permettre d'augmenter la productivité des personnes. Donc c'est pas qu'on produit moins, c'est qu'on produit plus avec moins de salariés. Ça, c'est la première chose. Et donc, ce qui explique la baisse du nombre de salariés dans l'industrie, de la part des salariés dans l'industrie, de l'industrie dans le total des salariés. Et puis, par ailleurs, ce qu'on observe historiquement, c'est que les pays les plus riches, les pays, au fur et à mesure de l'enrichissement des populations, on consomme de moins en moins de biens industriels en pourcentage de notre panier de consommation. C'est-à-dire, au fur et à mesure, une fois que vous êtes équipé, que vous avez une machine à laver, un ordinateur, un téléphone portable, une voiture, etc., qui sont des biens, eh bien, vous allez commencer à consommer de plus en plus de services culturels, de services de restauration, etc. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, il va y avoir moins de demandes pour les biens industriels et donc moins de production industrielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les pays et même qu'on commence à observer dans des pays moins riches en développement émergents comme la Chine, par exemple, qui est l'usine du monde aujourd'hui, mais dans laquelle on commence à avoir cette baisse de la part de l'industrie et dans le PIB et dans la main-d'œuvre. Merci, c'était très clair. Enfin, pour moi, j'espère pour vous aussi. On constate aussi que le tissu productif s'est transformé avec un déplacement des activités industrielles dans le territoire. Caroline, est-ce que vous pouvez nous éclairer en quelques mots sur ce point ? Bonjour à toutes et à tous. Si je reprends l'indicateur dont Vincent vient de vous parler, à savoir la part de l'emploi industriel dans l'emploi total, si on calcule cet indicateur-là au niveau des territoires, on se rend compte que effectivement entre les années 60, 70 et puis aujourd'hui, on a une nouvelle géographie industrielle. Typiquement, dans les années 60, 70, on avait une forte spécialisation industrielle des territoires, notamment situés dans le nord de la France, les Ardennes, la Lorraine, et en particulier tous ces territoires-là, Ardennes, Lorraine, très spécialisés dans la métallurgie ainsi que dans le textile, en fait, ont progressivement perdu leur dynamisme, tandis que d'autres territoires, à l'instar de l'ancienne région Rhône-Alpes, donc tout ce qui est Lyon et Grenoble autour des activités de la chimie et puis maintenant de la microélectronique, ont réussi à conserver une dynamique plutôt positive en termes d'emploi industriel. Et puis, à côté de ces territoires qui sont historiquement industriels, on observe plutôt une évolution très positive de l'emploi industriel dans le quart nord-ouest de la France. Donc, autrement dit, on aurait une sorte de déplacement de la géographie industrielle, du nord-est vers le nord-ouest. Donc, aujourd'hui, les régions Bretagne, Pays de la Loire ou encore Normandie présentent des taux d'emploi qui ont plutôt une évolution positive depuis les années 90 et qui maintiennent une dynamique plutôt positive ou alors qui au moins réussissent à maintenir leur emploi industriel depuis les années 2020. Et puis, si on va encore à une maille encore un peu plus fine des territoires, on se rend compte que l'industrie, au sens manufacturier du terme, se trouve principalement dans des villes de taille moyenne et des petites villes. Les territoires industriels aujourd'hui, ce sont par exemple les villes comme les Herbiers en Vendée, Vitré en Bretagne ou encore la vallée de l'Arve. Mais attention, je mets juste un petit point de vigilance sur cet indicateur qui est donc toujours la part de l'emploi industriel dans l'emploi total. On a des territoires qui vont pas forcément ressortir avec cette statistique-là et je pense notamment au sud-ouest parisien et notamment la région autour de Grand Orly, Cachan, etc. Où si vous prenez cette statistique, vous avez 6% de l'emploi total qui est industriel, mais en fait, si vous prenez les effectifs, vous vous rendez compte qu'il y a 17 000 emplois industriels dans ce territoire. Autrement dit, il y a certaines grandes villes ou grandes métropoles ou grandes zones urbaines qui maintiennent aussi une dynamique productive. Donc c'est le cas de cette EPT, donc Grand Orly-Seine-Bièvre, et c'est aussi le cas si vous regardez aujourd'hui la politique de la métropole de Lyon qui met très clairement dans ses plans de développement économique qu'elle souhaite être la ville fabricante de demain. Donc,
aujourd'hui, sur la géographie industrielle en France, on a quand même un maillage du territoire qui reste quand même très présent. D'autres termes, l'industrie a on va dire, a cet avantage de pouvoir se situer partout et n'est pas concentrée uniquement dans des gros centres urbains comme peuvent l'être notamment les activités R&D, sièges sociaux, etc. Merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a posé le cadre, je vous propose qu'on s'intéresse à son environnement, donc qui est la mondialisation, un terme dont on entend beaucoup parler. Vincent, est-ce que vous pouvez nous dire où on en est en fait de la mondialisation et quel impact cela a-t-il concrètement sur notre industrie ? Alors, il y a un lien qui est un lien. L'industrie, elle est presque indissociable de la question de la mondialisation et du commerce international. Comme Caroline le disait, l'industrie, elle est ancrée sur les territoires, mais l'industrie, elle est aussi en lien avec l'international et avec le reste du monde. Pourquoi ? Parce que l'industrie, c'est la production de biens, et les biens, on peut les transporter. Et ça, c'est différent d'un certain nombre de services non échangeables. Hein. Si vous allez chez le coiffeur, il faut que le coiffeur il soit proche de chez vous. Pareil pour le restaurant, etc. Donc, il y a un certain nombre d'activités qui sont ce qu'on appelle non échangeables. Dans les activités échangeables, il n'y a pas que les biens, mais il y a essentiellement les biens. 70% du commerce international, ce sont des biens manufacturés. Et donc ça veut dire on peut dissocier pour les biens le lieu de production et le lieu de consommation. Et donc, l'industrie, elle va vendre non seulement à ses consommateurs locaux, mais aussi au reste du monde. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir un lien automatique entre commerce international et industrie, et notamment par le biais du déficit commercial ou de l'excédent commercial, il va y avoir un lien entre la part de l'industrie sur le territoire national et le commerce international. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous avez un déficit commercial, ça veut dire que vous importez plus de biens que vous n'en exportez, et donc que vous consommez plus de biens que vous n'en produisez. Et donc, ça veut bien dire que par rapport à une situation où vous n'auriez pas de commerce international, vous produisez moins de biens, vous avez moins d'industrie sur votre territoire. Et donc, il y a un lien par ce déficit ou cet excédent commercial, il va y avoir un lien entre la part de l'industrie sur le territoire. Ça va avoir un impact sur la part de l'industrie sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé depuis à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans, depuis à peu près l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, justement du rôle de la Chine dans la désindustrialisation. Et on a souvent l'idée qu'effectivement la Chine a contribué à la désindustrialisation de l'ensemble des pays riches. C'est vrai pour certains pays riches, ça peut être vrai pour certains pays riches, et notamment pour les pays qui ont un déficit commercial. Pour les pays qui n'ont pas de déficit commercial, pour le coup, le commerce international n'a pas participé à cette désindustrialisation, alors même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ce phénomène de désindustrialisation partout dans le monde. Mais en France, en particulier, la France, elle a un déficit commercial qui est relativement important, de l'ordre de 3% du PIB, sur le commerce de biens, qui est compensé par un excédent sur le commerce de services. Donc c'est vraiment une question de spécialisation de l'industrie française. Le commerce international, l'ouverture au commerce international, ça a eu tendance à réduire l'empreinte industrielle en France, mais augmenter l'empreinte des services échangeables. Alors, il y a le tourisme là-dedans, mais il y a les services de R&D, d'ingénierie, les services financiers, etc., etc. Donc, ça va avoir le commerce international, ça va spécialiser les économies, et dans le cas de la France, ça va spécialiser plutôt dans les services que dans l'industrie manufacturière. C'est pas le cas dans d'autres pays. On retrouve exactement le même phénomène aux États-Unis, par exemple, ou au Royaume-Uni, qui sont des pays qui sont à peu près aussi désindustrialisés que la France. La France est plus désindustrialisée que la plupart des pays riches, et notamment des pays européens. Mais ce n'est pas un phénomène qu'on retrouve dans les autres pays européens. Par exemple, en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Italie, c'est des pays qui ont des excédents commerciaux et donc qui produisent plus qu'ils ne consomment. Et au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, on est dans une situation où on a un excédent commercial vis-à-vis du reste du monde. Et donc, on a plus de consommation plus de production de biens industriels que de consommation, et donc une économie qui est plutôt trop industrialisée
par rapport à la consommation sur le territoire national. Et donc, dans le cas de la France, il y a vraiment une particularité. On est dans une zone qui est en excédent commercial et donc qui a plutôt trop d'industrie. Et dans cette zone-là, il y a un pays qui se distingue, c'est la France, qui est particulièrement désindustrialisée. C'est pas le seul pays dans ce cas-là. Et ça, c'est dû en partie aux excédents chinois dont on parle beaucoup, mais aussi en grande partie aux excédents des autres pays européens. Et il faut quand même garder ça en tête. Merci. Donc, on voit que l'industrie française a été transformée avec cette mondialisation. Et là, on va s'intéresser vraiment au cœur du sujet, donc les grands défis de l'industrie française aujourd'hui. Et l'un des premiers enjeux, c'est la sécurité économique et la souveraineté, deux termes qu'on entend beaucoup depuis notamment la crise du Covid-19 et depuis la guerre en Ukraine. Caroline, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi parle-t-on et quels sont les secteurs finalement les plus touchés ? Quand on parle de souveraineté, le premier sens qu'on lui donne, enfin en tout cas à quoi on le rattache en premier, c'est la souveraineté de l'État, hein, donc un pouvoir suprême, une autorité suprême. Lorsqu'on rattache le mot souveraineté à l'industrie, on fait référence à une absence de dépendance concernant la production d'un certain nombre de biens, de machines, en particulier ceux qui sont considérés stratégiques. Donc en d'autres termes, on est capable sur le territoire de produire ces biens et ces machines parce qu'on dispose de l'outil productif qui est nécessaire pour cela. Et j'ajouterais que sur la souveraineté, non seulement il faut détenir ces capacités-là, mais il faut être aussi en mesure de les conserver. Donc en d'autres termes, il faut les garder dans le temps long. Pour mesurer cette finalement dépendance ou indépendance, ça dépend comment on le prend, on peut déjà regarder effectivement le déficit de la balance commerciale. Hein. On voit bien, si on importe beaucoup plus qu'on exporte, on a une première idée finalement de notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Un deuxième moyen, c'est s'intéresser finalement à ces catégories de biens stratégiques, hein, comme par exemple les médicaments, et on regarde quelle est la part de ces médicaments qui sont importés par la France. Et puis un autre moyen aussi, c'est de regarder finalement, si vous prenez une chaîne de valeur, donc l'ensemble des étapes de production d'un bien, et vous regardez quelle étape se fait en France et quelle étape se fait à l'étranger. Et lorsqu'on regarde finalement ce processus de production, on se rend compte, encore une fois, c'est pas un phénomène propre à la France, mais avec la phase de la mondialisation la mondialisation que l'on connaît, on a aujourd'hui une grande fragmentation de ces chaînes de valeur. Autrement dit, notre processus de production est éclaté et ne se réalise pas seulement en France. Et c'est ça, en fait, qui est derrière les vulnérabilités qui peuvent être craintes lorsque on a une fermeture des frontières telle que le Covid, lorsque l'on a une crise géopolitique, à l'instar de la crise russo-ukrainienne. Le fait est, c'est que si les frontières se ferment, s'il y a des relations qui ne se font plus d'un pays à un autre, ça veut dire que dans votre chaîne de valeur et dans votre processus de production, à un moment donné, il y a une étape à laquelle vous n'avez plus accès. Ce qui fait que ça stoppe la production. Merci, c'est très clair. Donc effectivement, on prend petit à petit conscience des limites de notre dépendance aux autres économies sur différents secteurs. Et il y a un autre défi qui est celui de la productivité. Donc on en parlait, Vincent en parlait tout à l'heure, et notamment dans le champ de l'innovation, des nouvelles technologies, surtout en ce moment parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, donc c'est un vrai enjeu. On entend quand même que la France innove, mais pas assez vite, et que sa productivité stagne dans ce secteur. Pour quelles raisons, Vincent ? Alors, je ne vais pas avoir des réponses exactes sur quelles raisons, parce que on a des éléments et on ne sait pas, si on savait exactement pourquoi, on n'en serait pas là. Donc oui, alors juste pour rappeler, l'industrie en général, elle est souvent associée à l'innovation. Un chiffre qu'on donne souvent, c'est que 70% des dépenses de recherche et développement, donc qui sont en général les dépenses qui sont associées à l'innovation, sont réalisées par des entreprises industrielles. C'est une réalité. Ça concerne en fait
c'est très concentré sur certains secteurs. Typiquement, en France, c'est beaucoup l'aéronautique, l'automobile et l'industrie pharmaceutique et un petit peu l'industrie de défense, qui concentrent la plupart de ces dépenses de recherche et développement. Mais ça ne veut pas forcément dire que quand des entreprises industrielles réalisent de la recherche et développement sur le territoire, elles mettent en application ces innovations sur le territoire. On a beaucoup de grandes multinationales en France qui vont faire des activités d'innovation, de développement dans leurs centres de recherche ou leurs sièges sociaux en France, mais qui vont avoir leur production à l'étranger. Donc on peut avoir une dissociation entre l'activité industrielle sur les territoires et l'innovation sur le territoire. Et c'est pour ça que dans un certain nombre de secteurs, comme je disais, l'automobile, c'est un des secteurs qui dépose le plus de brevets en France. Quand vous prenez les listes, c'est les industries, les entreprises automobiles qui sont dans le haut de la liste sur les déposants de brevets, alors même que l'industrie automobile, l'empreinte industrielle de production de l'industrie automobile sur le sol français a largement disparu, et même si elle commence à revenir avec un certain nombre d'activités sur l'électrique, mais c'est une autre question. Mais donc voilà, il y a ce lien entre innovation technologique en tout cas, et industrie qui est souvent fait. Et pourtant, en fait, cette innovation, elle n'est pas seulement localisée dans l'industrie. Et justement, on a observé sur les 15 dernières années une divergence entre l'Union européenne et les États-Unis en termes de productivité. Pendant longtemps, l'Union européenne avait rattrapé les États-Unis, puis il y avait une productivité plus importante aux États-Unis que dans l'Union européenne, mais qui était largement expliquée par des choix de société, le fait qu'on choisissait de travailler moins dans l'Union européenne par rapport aux États-Unis. Puis à partir du milieu des années 2000, on commence à avoir une divergence entre les deux économies qui est largement due à l'industrie de la tech. Donc toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Internet, les smartphones, etc., toutes ces applications qui ont largement été localisées, ces innovations, elles ont largement eu lieu aux États-Unis, dans une moindre mesure en Chine, mais essentiellement aux États-Unis, avec assez peu d'impact sur l'Union européenne. Et donc, on a vu cette divergence se créer entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors même que l'Union européenne restait relativement industrialisée. Et les États-Unis, eux, avaient tendance à se désindustrialiser beaucoup plus. Donc, il y a bien éventuellement une dissociation entre la question de l'innovation et de la productivité de l'ensemble de l'économie et de la place de l'industrie. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup commenté ces dernières années. On a eu notamment un fameux rapport qui a été le rapport de Mario Draghi, qui est l'ancien président de la Banque centrale européenne et ancien Premier ministre italien, qui a remis un rapport qui a été commandé par Ursula von der Leyen pour la Commission européenne. Et c'est un gros rapport, mais qui fait ce constat-là justement d'une divergence de productivité et d'un décrochage européen en termes technologiques. Et pourquoi ? Essentiellement parce que l'Union européenne a du mal à se positionner sur les nouveaux secteurs, à faire émerger de nouveaux acteurs sur de nouveaux secteurs. Donc on est plutôt une économie qui est assez performante sur des secteurs, d'anciens secteurs, notamment d'anciens secteurs industriels, mais qui a du mal à faire émerger de nouveaux secteurs, et c'est exactement ce dont on parle aujourd'hui avec l'IA et avec l'émergence de l'IA. Voilà, un certain nombre de secteurs industriels qui sont associés à l'intelligence artificielle, par exemple les semi-conducteurs. L'Union européenne ne bénéficie très peu. Alors sur les questions de semi-conducteurs, on a un acteur majeur qui est ASML aux Pays-Bas, qui va produire les machines qui permettent de produire les semi-conducteurs, mais c'est le seul acteur de dimension mondiale qu'on a par exemple sur ce segment des semi-conducteurs qui est fondamental dans la révolution de l'intelligence artificielle. Et on a d'autres secteurs, par exemple sur le véhicule électrique, sur les batteries, c'est très clairement un secteur sur lequel l'Union européenne, alors qu'elle était dominante sur les véhicules thermiques, a eu du mal et est en train de rattraper de ce point de vue-là, en tout cas d'essayer de rattraper, a eu du mal à faire émerger de nouveaux acteurs et à se positionner sur de nouveaux secteurs. Et donc la question qui est posée, c'est pas tant celle de la productivité
et notamment de la productivité de l'industrie, que celle de faire émerger de nouveaux secteurs, de se positionner sur ces nouveaux secteurs émergents qui vont être les secteurs de demain et qui vont permettre à l'industrie européenne et à l'économie européenne de continuer à être proche de la frontière technologique et d'être proche des grands acteurs que sont les États-Unis d'une part sur les questions des nouvelles technologies et la Chine d'autre part, et qui est un nouvel acteur, qui est aussi un nouvel acteur qui fait concurrence aux acteurs européens sur leurs avantages comparatifs. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. On a eu un rattrapage de la Chine qui a réussi à rattraper dans un certain nombre de secteurs. C'est vrai sur l'automobile, c'est vrai sur les secteurs verts, etc. Et d'autres, qui a réussi à rattraper les industriels européens et le niveau de qualité et de productivité et d'innovation des producteurs européens. Merci. Et après avoir parlé d'innovation, je voulais parler un autre sujet qui est important en ce moment, dont on parle beaucoup, qui est la décarbonation. On en parle notamment dans le cadre de la COP30, donc qui est la 30e édition d'une grande conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Donc en clair, l'industrie doit réussir à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, mais sans perdre en compétitivité. Caroline, c'est une vaste question encore, mais quels sont les enjeux clés de cette décarbonation de l'industrie ? Oui, donc quand on parle de décarbonation, on parle bien donc de cette réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est donc responsable du réchauffement climatique. On parle notamment de réduire les émissions de CO2, de méthane, et bien sûr les industriels ont pleinement conscience de cet enjeu de décarbonation. Il y a un certain nombre déjà de leviers qui ont été mis en place par les industriels. Certains efforts donc sont déjà entrepris, notamment en termes d'efficacité énergétique, autrement dit d'optimisation de la consommation d'énergie à travers l'usage d'éclairage intelligent, modération de chauffage, d'investissement dans des machines qui sont moins énergivores. Le deuxième, on va dire, levier d'action des industriels, c'est la mise en place de pratiques circulaires. Lorsque dans un territoire, un industriel est situé à côté d'un autre industriel qui dégage beaucoup de chaleur, l'idée c'est de pouvoir réutiliser cette chaleur-là dans sur son propre site. La meilleure gestion des déchets aussi, c'est un axe assez important pour décarboner. Et puis un troisième axe très important qui est celui d'électrifier les process de production. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est l'axe qui demande le plus d'efforts en termes d'investissement, mais c'est aussi celui qui devrait produire le plus d'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est celui du coup d'utiliser davantage l'électricité dans les principaux secteurs émetteurs, papier, chimie, acier, verre et autres. Donc typiquement, par exemple, dans le cas d'ArcelorMittal, même si c'est un projet qui est aujourd'hui suspendu à Dunkerque, l'idée c'est de remplacer l'utilisation des hauts fourneaux pour produire de l'acier par des fours électriques. Sauf que derrière, il faut une énorme puissance et une technologie très spécifique pour parvenir à fabriquer cet acier-là. Et cette électrification des process de production est bien sûr soumise à la condition d'avoir un prix qui soit à même d'assurer la compétitivité de l'industrie et qui soit à même aussi d'être prévisible pour que les industriels puissent le mettre dans leur plan d'investissement et puis leur stratégie, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui gagné parce que je vous rappelle qu'il y a eu une crise énergétique avec un pic du prix de l'électricité en 2023, ce qui a beaucoup alourdi les coûts de production des industriels. Donc là, le prix redescend, mais tout l'enjeu, en tout cas associé à la décarbonation, c'est aussi de s'assurer que ce prix de l'électricité soit même pour les industriels de rester compétitif, parce que vous l'avez rappelé, l'équation, c'est pas seulement de décarboner, c'est aussi d'être à la fois décarboné et d'être compétitif
au niveau international, parce qu'encore une fois, la scène, enfin en tout cas le jeu se passe à l'échelle internationale. Donc je viens de dire, voilà, il y a des investissements importants, ce sont des coûts importants. Derrière, il faut aussi, si on modifie les processus de production, ça veut dire qu'il faut aussi de nouvelles compétences, donc il faut qu'il y ait les formations nécessaires aussi pour pouvoir permettre cette décarbonation-là. Ce qui, au final, peut avoir un coût extrêmement important. Mais toutefois, ce coût de la décarbonation, il reste quand même bien en dessous du coût de l'inaction climatique. Et là, je m'appuie sur des chiffres qui ont été donnés par le Trésor. En gros, le coût de la transition énergétique pour la croissance est chiffré entre 0,5 et 1 point du produit intérieur brut en 2030 à l'échelle mondiale. Celui de l'inaction, il est chiffré à 15 points de PIB. Donc, malgré tout, il faut aller vers cette voie de la décarbonation, mais cela suppose, toujours selon les chiffres du Trésor, d'investir 110 milliards d'euros supplémentaires par an. Donc l'effort, il est extrêmement important. Maintenant, donc décarboner, pour inciter à la décarbonation, il existe un cadre de régulation, un cadre réglementaire. Donc tout d'abord, cet objectif de décarbonation, on va fêter les 10 ans bientôt des accords de Paris, mais en 2015, voilà, 190 pays qui sont engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc il y a déjà quand même un objectif qui est fixé au niveau national. Oui, peut-être juste expliquer ce que c'est que la neutralité carbone pour ceux qui ne connaissent pas trop le... C'est d'arriver du coup à limiter le réchauffement climatique à un niveau qui soit pas supérieur à plus 1,5 degré par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle, donc au niveau du 19e siècle. Et dans le moins pire des cas, 2 degrés. Mais en fait, on n'atteindra pas a priori cet objectif. Et donc, ce cadre réglementaire pour inciter les industriels à aller vers la décarbonation est maintenant constitué, on va dire, de 2 dispositifs majeurs, même s'il y a tout un ensemble de régulations aussi qui concernent notamment l'économie circulaire et le recyclage des déchets. Le premier, c'est que depuis 2005, l'Europe s'est dotée d'un marché carbone, donc d'un système d'échange de droits à polluer, en gros, pour les industriels. Donc, chaque année, il y a un plafond de quotas d'émissions. Donc, chaque année, les entreprises peuvent polluer jusqu'à un certain point. Il y a un certain nombre de quotas gratuits qui leur sont alloués. Et si ils veulent le dépasser, il faut qu'ils payent des quotas supplémentaires. Donc, en gros, l'idée du marché, c'est de faire payer la pollution aux industriels. Et donc, pour les industriels, l'enjeu, c'est de ne pas avoir finalement à payer pour polluer. Mais l'existence de ce marché-là fait que certains industriels peuvent décider, puisque c'est ça, je vais aller produire ailleurs pour pas avoir à subir ce coût lié aux émissions carbone. Et pour contrer, enfin pour essayer de limiter ce dumping environnemental, donc le fait qu'on aille à l'étranger produire, a été décidé la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou MACF, qui va rentrer en vigueur donc à partir là de 2026. Et donc l'idée, c'était de mettre un coût aux produits importés. D'accord, donc l'idée ici, c'était voilà, de mettre une taxe sur les importations. 2 problèmes se posent aujourd'hui sur ce mécanisme-là. Le premier, c'est que cette taxe s'applique principalement sur des matériaux bruts, aluminium, acier. Donc ça veut dire qu'un producteur français, lorsqu'il va avoir besoin d'acier et d'aluminium brut, et qui va devoir l'importer parce que, par exemple, aujourd'hui, l'aluminium, on est capable seulement pour moitié de le produire en France. Donc, on est obligé d'importer une partie de l'aluminium, va être, va payer une taxe
sur cette importation-là, il va transformer en France et donc, in fine, le prix de son produit final va avoir un surcoût qui est le surcoût de cette taxe. Et donc, sur la scène internationale, sa compétitivité va être pénalisée. Donc là, on a un effet un peu pervers finalement de ce MACF qui était censé protéger les industries européennes. Et la deuxième chose, c'est que pour la plupart des cas, sont bien les matériaux bruts qui sont taxés et pas les produits semi-finis ou finis. Donc, il y a une forte finalement incitation à fabriquer une grosse partie du produit à l'étranger parce que quand il est réimporté en Europe, comme c'est pas un matériau brut, il n'est pas taxé. Et donc, on a pour les transformateurs européens, une nouvelle fois, une pénalité qui est causée par ce système de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En revanche, on va dire quelque chose qu'on voit, notamment il y a un papier de l'OCDE qui fait mention de cet effet-là. En revanche, lorsque les producteurs choisissent de s'approvisionner dans un pays étranger, ils choisissent des pays qui sont moins émetteurs de carbone. Donc il y a quand même quelque part un effet quand même bénéfique en matière d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec ce MACF, mais qui fait toujours l'objet en gros de discussions à l'échelle européenne. Donc c'est pas simple. Donc on a passé en revue les grands défis de l'industrie. Donc on pourrait parler de plein d'autres choses, mais donc les principaux, donc c'est renforcer notre souveraineté, innover pour améliorer notre compétitivité, et enfin donc décarboner tout en restant performant. Donc pour relever tous ces défis, ça se fait pas tout seul. Il faut que plusieurs acteurs agissent ensemble, avec des responsabilités complémentaires. L'État ou alors l'Union européenne joue un rôle central, mais il n'est pas le seul, comme on le verra. Donc, dans un premier temps, Vincent, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'État intervient concrètement pour soutenir l'industrie et coordonner ses efforts, que ce soit donc au niveau national ou européen, comme je disais? Alors, sur ce sujet-là, qui est le sujet de la politique industrielle, la politique industrielle, on a l'impression de l'entendre dans la bouche d'à peu près tous les hommes politiques aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez nouveau. En fait, on a un vrai changement de paradigme, c'est moins flagrant en France, mais dans les faits, ça l'est quand même. Dans le discours, c'est un petit peu moins flagrant parce qu'on a une tradition de politique industrielle qui remonte au plan après la Seconde Guerre mondiale et qui reste ancrée un peu dans l'imaginaire collectif. Mais si on avait complètement abandonné cette idée de planification, cette idée d'orienter l'économie. Mais au niveau européen, on a un vrai changement de paradigme dans le sens où la politique industrielle, depuis à peu près le milieu des années 1980, c'était pensé essentiellement comme ce qu'on appelle des politiques horizontales, c'est-à-dire des politiques qui ne vont pas viser à favoriser certains secteurs par rapport à d'autres, mais à favoriser certaines activités par rapport à d'autres, et notamment favoriser les activités de recherche et développement, quelles que soient leurs applications. Ou favoriser la formation de la main-d'œuvre de façon à améliorer la formation de la main-d'œuvre et donc fournir des travailleurs qualifiés à l'industrie qui elle-même va pouvoir être compétitive grâce à ça. Donc c'était des interventions qui étaient ce qu'on appelle horizontales, donc pas ciblées sur certains secteurs. Et c'est là où on a eu un changement assez radical qu'on peut dater de manière assez claire. Le basculement, il est après la crise du Covid, où on a un basculement de l'idée de la politique industrielle, et on revient à l'idée initiale de la politique industrielle, à dire que c'est une politique qui vise à façonner l'économie, à orienter l'économie. Et donc à choisir des secteurs, à choisir des acteurs pour les soutenir, pour les faire émerger ou pour les favoriser par rapport à d'autres. Et donc c'est ce qu'on appelle de la politique industrielle verticale qui vise à choisir certains secteurs par rapport à d'autres.
Et ça, c'est un vrai basculement qu'on a observé dans l'Union européenne, comme je le disais, en France, mais qu'on a observé aussi à l'international. Alors en Chine, c'est beaucoup plus vieux, c'est quelque chose, cette question de la planification qui est vraiment au cœur de l'émergence de la Chine à partir du début des années 1990. On a des plans, par exemple le plan Made in China 2025 qui fixait des objectifs extrêmement clairs sur certaines technologies qui ont été atteints pour certains, pas pour tous, mais pour un certain nombre. Par exemple, le développement du véhicule électrique ou des batteries qui était anticipé dès 2015 comme un objectif prioritaire et dont on a vu l'impact à partir de 2021-2022, alors même que la Chine était un nain en termes d'automobile pendant très très longtemps. À part, il y avait des constructeurs étrangers sur son sol, mais il y avait très peu d'industriels chinois dans l'automobile. Puis c'est quelque chose qu'on a vu revenir aussi aux États-Unis et notamment en particulier avec Joe Biden. Et on a eu, si vous vous souvenez, une grande loi qui était l'Inflation Reduction Act qui visait justement à soutenir l'industrie verte de façon à faire réémerger une industrie sur le sol national, mais pas n'importe quelle industrie. L'industrie verte et donc notamment l'industrie automobile, mais pas seulement, aussi les panneaux photovoltaïques, les batteries, l'éolienne, etc., etc. Il y avait un certain nombre de technologies qui étaient ciblées et un autre plan pour les semi-conducteurs qui était le CHIPS Act qui visait à refaire de la production de semi-conducteurs parce que le design des semi-conducteurs il est réalisé aux États-Unis, il a toujours été, mais la production de semi-conducteurs, faire revenir la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc on a vraiment ce basculement qui a eu lieu et donc qui donne lieu à une nouvelle politique industrielle et qui nécessite de se poser la question de pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on veut favoriser comme secteur ? À quel projet de société ça correspond ? Parce que c'est des interventions qui sont coûteuses. On parle d'interventions qui vont coûter plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, voire il y a certaines des subventions qui sont allouées qui se chiffrent en milliards. Par exemple, alors c'est un projet qui a été annulé, mais l'usine, la fonderie de semi-conducteurs d'Intel en Allemagne, à Magdebourg, qui devait être construite à Magdebourg, on parlait de 10 milliards de subventions de la part de l'Allemagne. Donc c'est des subventions qui sont extrêmement importantes et qui visent certains secteurs, donc qui posent la question de quels sont les objectifs. Et de plus en plus, on a deux types d'objectifs qui se dessinent et qui ont été finalement les enjeux qui ont été cités par Caroline tout à l'heure. Il y a un objectif qui est l'objectif de favoriser la transition écologique, donc la décarbonation, aider les secteurs, non seulement les secteurs émissifs, à transformer leurs procédés de production. Et donc ça, c'est des subventions justement à l'électrification des procédés. Donc on a un certain nombre de types de subventions pour, par exemple, en France, on a les 50 sites les plus émetteurs qui ont des plans dédiés pour les aider justement à l'électrification. Par exemple, dans le cas d'ArcelorMittal, il y a des aides de plusieurs centaines de millions d'euros qui sont dédiées à l'électrification des processus de production d'acier. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est l'aide à l'émergence de nouvelles filières qui vont permettre de décarboner d'autres secteurs. Et donc là, par exemple, on parle de l'automobile, on parle du photovoltaïque, on parle de l'éolien. Comment faire émerger ces secteurs dans l'automobile, les véhicules électriques, les batteries, sur le territoire national et qui vont ensuite permettre de décarboner le secteur des transports, le secteur de la production d'électricité, par exemple. Et donc là encore, on a vraiment une question de comment aider ces secteurs à émerger, des secteurs qui sont nouveaux. Donc on est dans une révolution technologique, comment faire émerger ces nouveaux acteurs et accompagner les acteurs existants pour qu'ils se transforment et qui transforment les tissus productifs. Donc ça, c'est un élément. Et là, on va faire émerger des acteurs qui vont être compétitifs internationalement. Il y a une deuxième dimension qui est assez différente, c'est la question de la sécurité économique ou de la souveraineté. Et là, la question, elle n'est pas d'investir forcément dans des acteurs qui sont les acteurs les plus productifs, qui maximisent la valeur ajoutée sur le territoire national. La question qui va être posée, c'est quels sont les biens qu'on a besoin de produire sur les territoires nationaux qui sont stratégiques, qui sont critiques. Par exemple, quand on parle dans le cas, c'est l'exemple qui vient souvent à l'esprit, quand on parle de masques chirurgicaux, par exemple. C'est pas des produits dont la production sur le territoire national va créer beaucoup d'emplois et va créer beaucoup de valeur ajoutée. C'est plutôt une production qui est très intensive en main-d'œuvre assez peu qualifiée et donc qui correspond pas forcément aux avantages comparatifs du tissu industriel français.
Mais c'est des produits qu'on peut considérer qui sont importants de produire sur le sol national parce qu'en cas de crise sanitaire, par exemple, on a besoin de pouvoir produire, augmenter la production rapidement. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Juste après la crise sanitaire, on a fait réémerger une filière. On n'avait plus de filière de masques. On a fait réémerger une filière en France avec des aides publiques assez importantes. Et cette filière, aujourd'hui, a complètement disparu du territoire français. Pourquoi ? Parce que, de fait, sur ce type d'activité, le site France n'est pas compétitif par rapport, sans aide publique, n'est pas compétitif sans aide publique par rapport à des producteurs qui peuvent être situés en Chine, en Inde, au Bangladesh, avec des coûts de production beaucoup moins importants et notamment des coûts, des salaires beaucoup moins importants. Et donc la question qui est posée, c'est de soutenir ces activités qui sont nécessaires à la souveraineté, nécessaires à la sécurité économique nationale, de les soutenir dans le long terme. Et donc ça, c'est coûteux. Et donc, ça veut dire qu'ici, on ne va pas faire émerger de nouveaux acteurs qui vont être compétitifs internationalement nécessairement. On va maintenir de la production sur le territoire national parce qu'on pense que c'est important de l'avoir sur le territoire national pour des raisons de sécurité économique. Et c'est exactement ce qui est fait de longue date dans le secteur de la défense. Dans le secteur de la défense, on ne produit pas des armes pour produire des armes et pour les vendre. On produit des armes parce qu'on a envie d'avoir une production sur le territoire national en cas de conflit armé. Et donc la question qui se pose, c'est comment on fait pour soutenir une industrie qui est suffisamment efficace sur le sol national, mais qui n'est pas forcément compétitive internationalement. Ce serait peut-être plus simple d'acheter des avions aux États-Unis, moins cher en tout cas, mais en termes de sécurité nationale, ça a des conséquences d'acheter des avions aux États-Unis, particulièrement aujourd'hui. D'accord ? Donc la question, elle est différente et elle est beaucoup plus coûteuse et ça, c'est une dimension qui est importante. Et troisième point sur l'évolution justement de cette politique industrielle, c'est que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément extrêmement bien faire. On ne sait pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça dépend de l'environnement institutionnel, ça dépend de l'environnement concurrentiel international. Tout le monde ne peut pas se spécialiser dans les mêmes choses et donc tout le monde ne va pas produire des véhicules électriques, tout le monde ne va pas produire des batteries, etc. etc. Donc il va y avoir des questions de quels sont les instruments qui sont nécessaires. Et ces instruments, ils sont multiples. Donc juste pour prendre un exemple d'un secteur qui est justement soumis à cette question-là aujourd'hui, le secteur, le passage aux véhicules électriques, on a vu avec l'émergence des acteurs chinois et la concurrence des acteurs chinois qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie, mais c'est des acteurs qui ont émergé très très récemment, sur les 3-4 dernières années. On a vu qu'il y avait besoin de soutien public. Et aujourd'hui, on a du soutien public pour certaines activités, notamment les activités de batterie sur lesquelles on est en retard. Et donc, pour faire des gigafactories de batteries, donc il y en a un certain nombre de projets qui sont plus ou moins avancés, par exemple à Dunkerque, qui ont bénéficié ou qui vont bénéficier d'aides publiques, de subventions à l'installation, de subventions à la R&D qui sont relativement importantes. On parle de milliards d'euros dans ce cadre-là. Donc, il y a les subventions pour développer l'activité, aider à développer l'activité et aider aussi à apprendre à faire des batteries, parce que c'est quelque chose, il y a des courbes d'apprentissage qui sont relativement longues, donc c'est pour ça qu'il y a une logique à aider ces acteurs privés pour qu'ils soient compétitifs à un moment, qu'on puisse arrêter de les aider et qu'ils soient compétitifs. Donc ça, c'est du côté du soutien aux producteurs. Il y a une autre dimension, et on peut aussi avoir du soutien à la R&D, justement, c'est aussi quelque chose qui est fait dans le cadre français et dans le cadre européen avec ce qu'on appelle les PIEC, les projets importants d'intérêt économique commun. Et donc qui associe plusieurs pays européens pour un certain nombre de technologies qui paraissent stratégiques. Donc il y en a pour la batterie, il y en a pour les semi-conducteurs, il y en a pour l'hydrogène et un certain nombre d'autres technologies. Donc ça, c'est vis-à-vis des producteurs, mais il y a aussi besoin en même temps éventuellement de protéger nos producteurs. Et donc dans le cas des véhicules électriques, par exemple, il y a une concurrence qui est faussée par les subventions de l'État chinois à ses propres producteurs. Et donc de ce point de vue-là, on a eu des droits de douane qui ont été instaurés pour rétablir des conditions de concurrence non faussées, en tout cas non faussées par les aides de l'État chinois. Donc ça, c'est une dimension de protection, mais qui peut être que temporaire, parce que il faut que les acteurs européens continuent à innover, continuent à se développer sur le véhicule électrique, parce que les acteurs étrangers, notamment chinois, ils vont continuer à innover, ils vont continuer à aller vite sur le véhicule électrique. Et donc, il faut que les acteurs européens continuent à innover, continuent à aller loin, et donc
maintenir notamment, par exemple, l'obligation de vente des véhicules thermiques en 2035 pour que les acteurs européens aient des incitations à continuer à innover malgré la baisse de la concurrence et la baisse de la concurrence chinoise. Et puis, il y a un autre besoin en même temps, c'est le besoin d'avoir une demande. Et cette demande, il faut qu'elle soit solvabilisée. Et donc ça, c'est encore une fois une action publique où on a une solvabilisation de la demande, avec notamment le bonus malus écologique, avec des aides à l'achat de véhicules électriques qui peuvent se chiffrer en milliers d'euros par véhicule acheté, et qui sont aussi importants parce qu'aujourd'hui, alors on espère que ce ne sera pas le cas en 2030-2035, mais aujourd'hui, un véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule non électrique, un véhicule thermique, et donc il y a besoin d'inciter les consommateurs à consommer des véhicules électriques et donc à les aider à consommer des véhicules électriques. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des consommateurs, mais c'est encore plus vrai pour les consommateurs qui ont peu de moyens. Et notamment, ici, on a un besoin aussi d'orienter la production de véhicules électriques, et notamment d'obliger les constructeurs qui sont essentiellement spécialisés sur des véhicules haut de gamme ces dernières années en Europe, eh bien de les obliger et de les orienter vers des petits véhicules électriques qui vont correspondre à plus de consommateurs et qui vont aussi être moins polluants. Et donc, il y a toutes ces dimensions qui doivent être prises et mises ensemble en même temps. Et là, on parle d'un seul secteur et il y a d'autres dimensions qui vont être importantes. Donc, il y a une multiplication des instruments et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a une multiplication des instruments. Aujourd'hui, au niveau européen, on a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux au niveau européen, mais on a très peu de fonds disponibles au niveau européen. Les fonds, ils sont essentiellement disponibles au niveau des États membres. Et donc, on a un besoin de coordination au niveau européen, mais aujourd'hui, on a beaucoup le vœu pieux d'avoir une politique industrielle européenne. On voit assez mal comment on va avoir une politique européenne industrielle à court terme, notamment pour les questions de décarbonation ou de sécurité économique. Ça viendra sûrement trop tard. Et donc, il y a une nécessité de coordonner cette politique industrielle. Tout le monde ne fera pas la même chose en Europe et il faut qu'il n'y ait pas de concurrence entre pays européens. Je parlais tout à l'heure de l'usine de semi-conducteurs d'Intel. Il ne faut pas que tous les acteurs européens essayent de subventionner, d'attirer la même usine à coups de milliards, parce que ça va être juste coûteux pour les finances publiques et faire de la concurrence entre pays européens, alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire émerger des acteurs européens qui vont pouvoir faire de la concurrence aux autres acteurs mondiaux, aux États-Unis, en Chine, au Japon, etc., etc. Merci Vincent, c'était très complet. Je vois que le temps file, donc on va essayer d'être très synthétique pour les dernières petites questions. Donc comme je le disais tout à l'heure, donc l'État a un rôle central, mais n'est pas le seul acteur qui joue un rôle important. Caroline, lors de notre échange en amont pour préparer cette conférence, vous insistiez notamment sur le fait que l'industrialisation se joue aussi au niveau des territoires, des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point et sur les constats que vous avez observés dans vos études sur le sujet à la Fabrique? Oui, donc rapidement, je vais aller directement sur un exemple peut-être de territoire industriel, mais bon, juste un petit retour quand même sur la notion quand justement pendant la crise sanitaire, on parlait de relocaliser. C'est pas parce qu'on décrète qu'on veut relocaliser et remettre l'industrie en France que ça va se faire comme ça. Et pourquoi? Et une des raisons qui est importante, c'est de dire que les territoires industriels sont des constructions. Ils ont un certain nombre de choses héritées de l'histoire, des ressources géographiques et puis des compétences, du foncier, des infrastructures qui ont été construites au fur et à mesure des années. Donc, c'est pas parce qu'on décide à un haut niveau de relocaliser telle industrie qu'on va réussir. Encore faut-il avoir les ressources dans le territoire. Mais comme je l'ai dit tout au début, il y a certains territoires qui parviennent à garder une très bonne dynamique industrielle et c'est notamment le cas de Figeac. Donc Figeac qui est dans le Lot, donc qui a quand même en fait une forte contrainte géographique dans le sens où c'est un territoire qui est relativement enclavé et qui n'est pas forcément très très bien desservi, notamment par le train. Je vous invite à faire la simulation sur la SNCF. Vous allez voir que c'est pas si simple d'aller à Figeac depuis Paris, je parle bien sûr. Mais toutefois, ce territoire-là est spécialisé et plus généralement les territoires voisins aussi de Figeac dans toutes les activités mécaniques. Et pourquoi en fait ce territoire-là s'est spécialisé dans ces activités-là? Il y a
un fait historique et une ressource géographique qui explique que ce bassin-là, autour de Figeac, soit spécialisé dedans. Tout d'abord, un fait politique dans les années 30, avec la crainte de la montée en puissance de l'Allemagne. Au niveau national, il a été décidé d'éloigner de la frontière allemande un certain nombre d'activités stratégiques, donc c'est pas tout à fait le même stratégique d'aujourd'hui, quoique d'ailleurs, et notamment les activités aéronautiques. C'est pour ça que les fabricants d'hélices, enfin tous les fabricants qui participaient à la construction d'avions étaient invités quand même à décaler leur activité plutôt vers l'ouest et plutôt dans le sud. C'est le cas de Ratier-Figeac, donc qui était un fabricant d'hélices localisé à Paris, mais qui a été amené à revenir finalement dans le territoire d'origine de son fondateur, donc Figeac, dans les années 30. Et la deuxième, on va dire, condition de base, c'est que à Decazeville, donc un peu plus au sud de Figeac, dans l'Aveyron, étaient localisées des mines de charbon qui, au cours du XXe siècle, était quand même la principale source énergétique pour l'industrie. Donc ces deux raisons ont fait que sur ce territoire-là a émergé progressivement une industrie. Et j'insistais aussi en début de cette intervention sur l'idée qu'il faut aussi contribuer à pérenniser et à construire vraiment au fur et à mesure des ans ces avantages. C'est que Ratier-Figeac, dans les années 80, fin des années 80, faisait face à une forte demande à laquelle il ne pouvait pas forcément répondre, et donc a mis en place une stratégie d'essaimage. Donc il a aidé avec des moyens financiers, en donnant l'accès lui-même à ses contacts, à ses clients, à un certain nombre de salariés. Il a permis à un certain nombre de salariés de créer leur propre entreprise dans le territoire. Donc finalement, ces anciens salariés sont devenus des entreprises sous-traitantes pour lui, et qui ont aussi par ailleurs développé leur activité à destination notamment des secteurs aéronautiques, automobiles et autres secteurs autour de ces activités mécaniques. Donc le territoire a continué finalement à se spécialiser, à prospérer autour de ces activités-là. D'autres entreprises sont venues s'implanter parce qu'ils ont vu l'attractivité de ce territoire autour des activités mécaniques. Et puis, autre ressource nécessaire dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui en termes de défis, mais celui des compétences. Vous ne pouvez pas avoir une industrie si vous n'avez pas le bassin de compétences. Et pour ça, il vous faut des centres de formation. Et dans les années 90, les industriels et les élus du territoire se sont battus pour avoir un IUT à Figeac, qui permettait de former la main-d'œuvre aux besoins qui étaient nécessaires pour les activités des entreprises du territoire. Et puis, c'est structuré aussi une association qui s'appelle la Mécanique Vallée et qui fédère un très grand nombre d'industriels du bassin pour justement porter la voix de ces activités-là, et puis mettre en relation tout simplement les entreprises et leur donner une visibilité lors de salons français et internationaux. Et puis, autre acteur dont j'ai commencé à parler, les élus. Un territoire d'industrie vit avec des industriels, mais vit aussi parce que l'ensemble des parties prenantes au territoire, en fait, croient au projet autour de l'industrie. Et sur le territoire de Figeac, Martin Malvig, qui a été le maire, qui a aussi été ministre, président de la région, a aussi porté ce projet de territoire autour de l'industrie, et a servi de soutien, notamment pour ce centre d'IUT pour qu'il y ait son implantation à Figeac. Et on observe toujours cette construction de ce territoire-là aujourd'hui, avec très récemment l'implantation d'un site de la BPI à Rodez. Qui fait que on a donc la BPI qui permet d'avoir, qui apporte un accompagnement financier aux entreprises et qui est implanté dans ce territoire-là, et qui montre aussi que on peut avoir cette fédération d'acteurs privés et publics avec un ancrage territorial qui sont à la base des avantages compétitifs d'un territoire. Et puis pour finir, la labellisation du programme Territoire d'industrie pour un grand territoire, Figeac-Rodez-Aurillac, qui est le signal que l'État a bien reconnu ce territoire comme
comme un territoire d'industrie. Donc peut-être juste pour finir sur cette question-là, la réindustrialisation aussi se joue aussi au niveau des territoires et dans l'idée aussi que tous les territoires n'ont pas vocation à devenir industriels. Encore une fois, c'est pas le message qui est porté parce que l'industrie peut pas être implantée partout, parce qu'il faut tout un ensemble de ressources, mais un territoire peut être industriel si l'ensemble des parties prenantes au territoire sont fédérées finalement autour de ce projet industriel. Merci Caroline. Effectivement, on parle beaucoup de politique nationale ou européenne et c'est important de rappeler effectivement que voilà, il faut une coordination entre tous les acteurs à l'échelle locale, nationale et après européenne. Donc merci pour cette précision. Le temps tourne vraiment. Donc en conclusion, je voulais vous poser quand même une dernière question, vaste aussi, mais bon, je vais vous demander d'être très brefs tous les deux. Je voulais savoir si vous étiez plutôt optimiste au final ou pessimiste quant à l'avenir de l'industrie française, après tout ce qu'on s'est dit. Peut-être Vincent pour commencer. Alors, je vais te dire un élément de pessimisme et un élément d'optimisme. Donc, l'élément de pessimisme, c'est pas tant la concurrence internationale qui est rude et qui est particulièrement importante dans le cas notamment des acteurs chinois, mais qui est peut-être plus rude pour l'Allemagne que pour la France pour le coup. Pour la France, il y a vraiment la question de l'incertitude politique qui est fondamentale. L'industrie et la politique industrielle, c'est des politiques de long terme, c'est des activités de long terme. On a besoin d'investissements. Les investissements industriels, c'est des investissements à 5, 10, 15, 20 ans. Et donc, on a besoin de cette stabilité et d'autant plus qu'on est dans une période où on a des ruptures technologiques, avec des révolutions technologiques, on a des ruptures écologiques, on a une nécessité impérieuse de transition écologique, on a les questions de sécurité économique. Et tous ces éléments, ils nécessitent un État planificateur, un État qui donne un horizon. Et dans de multiples dimensions, comme je l'ai évoqué sur la politique industrielle. Et donc, cette incertitude politique qu'on a aujourd'hui et qui est malheureusement amenée à durer au moins quelques mois, voire quelques années, elle est particulièrement dommageable pour l'économie, mais particulièrement pour l'industrie. Et donc, je pense que c'est un élément de pessimisme de ce point de vue-là, même si, et c'est l'élément d'optimisme, il y a quand même une sorte de consensus sur l'importance de l'industrie qui commence à se dessiner. Je trouve qu'on parle... peut-être qu'on fait que parler, mais en tout cas, on parle de plus en plus d'industrie et on parle de plus en plus du rôle de l'industrie dans le projet de société. On ne parle pas juste de l'industrie pour l'industrie, mais à quoi sert l'industrie. Et je pense qu'en parlant de à quoi sert l'industrie et comment elle sert un projet de société, dans les questions de décarbonation, de souveraineté, etc., c'est comme ça qu'on peut construire une industrie de demain sur le sol national. Merci. Et vous, Caroline? Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, effectivement, le fait qu'il y ait des conférences aujourd'hui comme celle d'aujourd'hui avec vous présents dans la salle, c'est un signe plutôt positif, en tout cas de perception du rôle, que peut avoir l'industrie, qu'a l'industrie et que peut avoir l'industrie pour le futur. Donc, je rejoins ça, Vincent, qui est aussi un des buts de la Fabrique d'industrie, qui a été créée en 2011, qui était justement de porter à nouveau l'industrie au cœur du débat public. Et je pense que ça, en tout cas, c'est quelque chose que l'on peut percevoir aujourd'hui. Et après, je partage aussi quand même un côté un peu plus pessimiste parce qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés et tous les défis que l'on vient d'évoquer durant la dernière heure montrent que l'équation est vraiment pas simple. Il y a vraiment tous ces enjeux, souveraineté, décarbonation, compétences aussi, qu'il faut combiner avec la compétitivité, parce qu'encore une fois, le jeu se joue à une échelle internationale, qui fait qu'on n'a pas tout de suite de solution dessinée d'avance. Merci beaucoup à tous les deux, Caroline et Vincent. On a quand même un petit peu de temps pour des questions du public, donc n'hésitez pas. Ah bah super, je vois qu'il y a déjà une question. Je voulais vous remercier pour ces excellentes présentations qui sont pour moi tout à fait justes. J'étais industriel, je dirigeais la filiale d'un grand groupe de la chimie européenne en France, puis après au niveau mondial. Je pense que vous avez oublié dans la désindustrialisation l'excès d'impôts sur les entreprises de l'industrie.
qui plombe pas mal la compétitivité de ces entreprises. Et j'ai vécu pendant des dizaines d'années avec du benchmarking. Donc, c'est des comparaisons sur certains critères entre les usines d'un pays à l'autre, et notamment au niveau de l'Europe. Et la France a toujours eu un boulet au pied à traîner et pour se battre face aux Italiens, aux Allemands, aux Espagnols, voire même aux Hollandais, puisque c'était une société hollandaise d'origine. Voilà, donc il y a un problème que nous avons toujours, c'est le poids des taxes dans l'industrie. Je voulais parler d'un deuxième point, c'est la productivité. La productivité, la France est un pays qui est un peu en retard par rapport à d'autres pays, y compris en Europe. Et ça, c'est lié aux décisions politiques, sociales qui ont été prises, les 5 semaines de vacances, par exemple, les 35 heures et d'autres mesures qui plombent la productivité parce qu'on compare les usines entre elles avec moins d'heures de travail sur une année. Voilà. Je voulais dire, c'est pas uniquement un problème des industries, c'est un problème français. Je voulais savoir quelle réaction vous aviez. Est-ce que vous voulez réagir l'un ou l'autre? Alors, si, tout à fait. Alors, je ne vais pas complètement vous rejoindre. Voilà, en tant qu'économiste, alors, il y a une réalité du fait que la France est plutôt un pays à haut niveau de taxation. Ça, c'est une réalité. On va pas revenir dessus. C'est clairement une réalité. Le fait d'avoir peu d'impôts n'est pas suffisant pour avoir de l'industrie. L'exemple typique, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, si vous prenez les impôts de production, par exemple, dont on aime beaucoup parler, c'est un des pays européens qui a le moins d'impôts de production et pourtant, ça ne les aide pas à avoir de l'industrie. Ils sont plus désindustrialisés que la France. Et si... Voilà, moi je me base un petit peu en tant qu'économiste sur les études qui ont été faites. Il y a eu des études récentes, notamment par l'Institut des politiques publiques pour le Conseil des prélèvements obligatoires, qui essayent de voir justement est-ce que la suppression de la CVAE et de la cotisation foncière des entreprises ont eu un impact positif sur l'industrie et sur les exportations. Ils ne trouvent aucun impact positif sur l'industrie et sur les exportations. Alors peut-être parce qu'on n'a pas baissé les bons impôts. Il y a des études qui montrent qu'on aurait peut-être plus dû baisser la C3S, qui est un autre impôt de production. Et donc, je pense qu'il ne faut pas prendre tous les impôts et dire tous les impôts sont forcément mauvais pour l'industrie. Par exemple, la CVAE, c'est un impôt qui, initialement, allait au territoire. Et donc, c'est particulièrement important que les territoires ils aient un intérêt à fournir des biens publics et à attirer des industriels. Et donc, maintenir ce lien entre taxation locale et fourniture d'attraction de l'activité, parce qu'il y a des nuisances liées à l'industrie et pour les compenser, il faut aussi des revenus. Donc, je pense qu'on ne peut pas poser cette question uniquement en termes de niveau de taxation, c'est aussi quel type de taxation. Et je pense qu'il faut la poser, cette question. Et effectivement, dans le contexte actuel, je pense qu'on ne peut pas, et je pense que les industriels, enfin, voilà, il y a un discours un petit peu il faut baisser les impôts pour rendre l'industrie compétitive. Dans le contexte actuel de déficit public, je pense que c'est assez irréaliste, sachant qu'on doit trouver à peu près 120 milliards d'euros dans les 5 à 8 prochaines années, de penser qu'on va pouvoir baisser substantiellement l'imposition sur les entreprises. Par contre, penser quel type d'impôt, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Et voilà, peut-être qu'on a fait le crédit impôt compétitivité emploi, il y a compétitivité dedans, il a assez peu bénéficié aux entreprises industrielles, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut revenir et éventuellement baisser les impôts de production, moi je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir à mon sens. Juste sur la productivité, du coup. Enfin, oui, enfin, encore une fois, je reviens à la question aussi des compétences. La productivité, certes, il y a une durée de travail, mais produire plus efficacement aussi suppose que on augmente aussi les compétences. Donc, pareil, pour moi, l'équation, elle se réduit pas juste à une durée de travail. Parce que vous prenez un groupe comme AkzoNobel, qui était mon groupe, il y a des usines partout en Europe et dans le monde. Les technologies, les avancées technologiques et les points techniques de productivité sont dans toutes les usines les mêmes. C'est donc au nombre d'heures passées sur le site
que votre productivité est meilleure que les autres. Parce que je peux vous dire, c'est que l'activité de la France dans un domaine qui est la peinture en poudre, donc c'est une peinture très écologique puisqu'il n'y a pas de solvant, l'usine française a diminué de moitié en volume parce que tout a été, les gros produits ont été transférés dans des pays qui sont des coûts moins chers. Vous prenez, par contre, grâce à l'innovation, on a réussi à garder des activités de produits, des spécialités. Heureusement, sinon, tout partait, ne serait-ce qu'en Italie, mais maintenant c'est la Pologne, c'est la Tchéquie. Voilà, je voulais vous dire. Et la technologie, l'avancée des technologies est pareille dans tous les pays, parce qu'elle se transfère par le groupe. Oui, je suis vraiment désolée. Je sens qu'il y a un débat qui se crée, mais il faut vraiment qu'on conclue, parce qu'il est 16h13, j'avais 16h10 comme objectif. Donc, je vous remercie tous les deux, Caroline et Vincent, pour cet échange. Et j'espère que vous, public, vous êtes un peu plus éclairés sur le sujet. Merci aussi à l'équipe de Citeco pour cette conférence de qualité. Et donc, encore merci à vous d'être venus en ce samedi. Et donc, c'était la 3e table ronde du cycle organisé cette année par Citeco sur le thème donc mutation et enjeux de la mondialisation. Notez dans vos agendas la prochaine conférence qui sera donc le samedi 6 décembre à 15h sur le thème la fiscalité à l'épreuve de la mondialisation. Donc, un sujet qui fait l'objet de débats intenses. Et pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Citeco. Il y a toutes les conférences qui sont disponibles en replay. Donc voilà, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et si dans la salle, il y a des lycéens ou que vous avez des lycéens parmi vos proches, sachez qu'ils peuvent s'abonner gratuitement à BriefEco pendant 1 an. Et voilà, je fais la petite promotion. Merci à vous et bon week-end.